vez que eu publico vai ser aos 44 anos, num coletivo de escritores afro-brasileiros. La première fois qu'elle publie un bouquin, c'était un bouquin collectif avec d'autres écrivains d'origine afro-brésilienne. C'est le premier bouquin qui est... E a primeira publicação individual vai ser em 1990, não. A primeira publicação individual vai ser em 2003, justamente com esse romance que está publicado aqui. Em 2003, Fosse Vicêncio é a primeira publicação individual. Son premier roman individuel, écrit par elle tout seul, c'était en 2003, c'est Poncia. Esse livro, ele é realmente esse livro que vai me dar maior visibilidade, porque ele esteve em vários concursos de vestibular. Et donc ce livre l'a donné beaucoup plus de visibilité parce qu'il était beaucoup utilisé dans les bacs au Brésil, pour les tests, pour servir pour les épreuves de bac au Brésil. E o segundo individual vai ser também esse que está traduzido, que é o Banzo, né, na memória. Et son deuxième, c'était ce qui est aujourd'hui traduit en français, Banzo. Um outro aspecto também bastante importante. O fato de livros meus, Fosse Vicêncio, a primeira tradução dele foi para a língua inglesa nos Estados Unidos, em 2009. O fato do escritor ou a escritora ter obras traduzidas, isso repercute muito dentro do seu país. Elle dit que le fait que, par exemple, la première traduction qui apparaît de son bouquin Poncia, c'était aux États-Unis en 2009. Et ça l'a aidé beaucoup parce que le fait que les bouquins soient traduits à l'étranger et diffusés dans d'autres langues à l'étranger, ça lui permet d'avoir un meilleur accueil au Brésil de ses ouvrages. E, aliás, em 1995, foi publicado na Alemanha uma coletânea de poesia e de contos de escritores afro-brasileiros, em 1995. En 1995, aussi a été publié en Allemagne un recueil de poésie et de poèmes des écrivains d'origine afro-brésilienne. Donc, qui était publié en Alemanha. Tinha conto meu também que foi traduzido nesse momento. Donc il y avait aussi un conte à elle qui a été traduit à ce moment-là. Então, o fato de pesquisadores estrangeiros, por exemplo, no caso de nós, escritores afro-brasileiros, muitos estudiosos de uma literatura produzida por negros nos Estados Unidos, esses estudiosos começaram a perguntar se no Brasil também não teria essa publicação de autores. Aux États-Unis, le fait qu'ils ont commencé à étudier, à un moment donné, s'épancher sur la littérature des écrivains noirs aux États-Unis, ça a permis à faire une ouverture vers le Brésil, parce qu'ils se posaient la question aussi à savoir si au Brésil il y avait aussi une littérature faite par les gens noirs, des descendants afro-brésiliens. Et c'est à partir de là qu'ils ont redécouvert, et donc il y a eu la traduction de son bouquin aux États-Unis, tout ça. Hoje, também não só há uma tendência de trabalhar os textos de autoria negra brasileira em diálogo com textos, por exemplo, de autoria negra africanas, principalmente africanas de língua portuguesa, também francesas. Há uma tendência também de pensar em textos produzidos por uma autoria negra da América Latina, e também, quando aquele senhor estava falando, há também uma tendência de fazer uma leitura desses textos
em diálogo com texto, por exemplo, produzido nas Antilles. Donc c'est aujourd'hui, il y a une nette tendance dans la littérature d'origine africaine de faire des études, d'ailleurs comparatives, entre la littérature africaine en Afrique déjà, et avec en Amérique latine, aux États-Unis, donc aux Antilles, tout ça. Donc différents auteurs qui sont situés, mais qui sont tous des origines africaines, et ils ont essayé de construire, disons, quel est le parcours qui est commun. Et donc elle rappelle, parce qu'il y a le monsieur qui est des Antilles, Guyane, oui, et qui lui m'a rappelé que ce qu'elle disait tout à l'heure sur sa mère, tout ça, ça lui rappelle son passé, sur le vécu qu'il a eu tout les temps dans une autre langue, un autre pays, tout à fait. Mais il y a la similitude entre son parcours de sa mère, de sa famille à lui, et avec ce qu'elle a raconté sur la question de l'écriture. Il disait que sa mère, elle savait lire parce qu'elle lisait la Bible tout le temps, au point qu'elle a appris à lire par la Bible. Donc, mais ça ne savait pas l'écriture. Donc, et un peu, c'est similaire à ce qu'elle disait. D'ailleurs, c'est la situation de ma mère aussi, hein, qui était dans la même situation au départ. Essa similitude, ela é muito bem definida pelo grande poeta e pensador das Antilhas, Eduardo Glissant, quando ele diz da história transversalizada dos povos nas Américas com os povos africanos. Então, essa transversalização histórica, que é marcada justamente pelo processo de colonização e pelo tráfico, né, negreiro, e também pela dominação, pela colonização dos países africanos. Então, apesar de serem... Então, essa similitude, ela é muito bem definida por Eduardo Glissant. Elle dit que cette similitude est bien définie par Eduardo Glissant. Quando ele diz da história compartilhada dos povos africanos com os povos... Quand il parle de l'ensemble d'éléments qui sont partagés entre les peuples en Afrique et les peuples qui ont été amenés en tant qu'esclaves en Amérique, ils partagent le même tronc commun, quoi. Donc, então, o tráfico negreiro seria assim, o ponto de origem dessa transversalização histórica entre os povos africanos e os povos diaspóricos que são mandados para as Américas. Donc, cette relation entre la diaspora, disons, africaine en Amérique et les Africains eux-mêmes, il est décrit comme il y a des points. Le tronc commun de tout ça, c'était l'esclavage. C'était au moment que les Africains ont été amenés en tant qu'esclaves en Amérique, et donc ils ont amené avec eux aussi toute cette culture qui est la leur en Amérique et qui, d'une certaine manière, a été préservée de différentes façons. Donc il y a tout à fait une similitude du trajet en Afrique et en Amérique. Por isso a gente pode ler romance de Toni Morrison, que é afro-americana, e pode ler romance de Teresa Cárdenas, que é afro-cubana. C'est pour ça qu'on peut lire un roman de Toni Morrison, qui est une afro-américaine, ou lire un autre écrivaine, Teresa Cárdenas, qui est une afro-cubaine. Et on va toujours trouver le même, autour de le même sujet de discussion de leur vie, quoi. C'est le contact, ce qu'elle disait de par l'histoire vivante, disons, à travers la littérature, on va toujours trouver ces points communs des différents aspects, quoi. De la souffrance jusqu'à l'espoir, le plaisir et tout ce qu'on veut, mais à l'intérieur de cette culture qui est commune, tous ces écrivains.
Agora fui eu que fiz. Você falou da Toni Morrison, na última. Ah, sim, da então, comparação isso. Com então, diferentes escritores que isso. são... Tá? Essas histórias transversalizadas, e essas histórias transversalizadas, essa ficção, por exemplo, no caso, por exemplo, de uma escrita de mulheres negras brasileiras, por exemplo, na Miss... Cette écriture qui est transversale, et dans le cas de l'écriture, par exemple, des femmes noires au Brésil... por exemplo, no meu caso, que muitos críticos literários vão dizer que eu sou memorialística. Donc, ce qui arrive, c'est que, par exemple, les critiques littéraires la classent un peu comme une porteuse d'une mémoire, quoi. Mas não é uma memória puramente individual. Ela é uma memória, mesmo quando ela traz a memória individual, mas é uma memória que traça a memória coletiva. Donc elle dit que même que cette mémoire, dans ses aspects qu'écrite comme une mémoire d'un individu, d'un personnage, mais elle replace quand même une mémoire toute une collectivité, quoi, qui est liée par différentes manières historiques. Et donc il y a ce mélange entre le personnage qui est individuel et ensuite l'ensemble de mémoire collective. E aí eu tenho dito, por exemplo, no caso desse livro, Banzo. Elle dit que dans le cas de son livre Banzo, eu tenho dito que nada que está escrito nesse livro é verdade. Elle dit que rien qui est écrit dans son bouquin est vrai. Mas nada que está escrito nesse livro é mentira. Mais quand même, rien qui est écrit dans ce bouquin é mensonge. E eu tenho dito que são ficções da memória. Ce sont des fictions de la mémoire. Porque no caso dos povos diaspóricos de África, toda a nossa memória, quase toda a nossa memória de origem, ela foi apagada. Donc, parce que dans le cas de la diaspora, disons comme ça, les Africains qui ont été amenés au Brésil ou ailleurs, et elle dit que la mémoire a été effacée. Merci. Elle a compris ce que je voulais dire. Elle a été effacée. Donc c'est important de voir qu'il y a une reconstruction à partir d'autres éléments qui permet à reconstituer. Et c'est vrai qu'il y a eu toujours tendance, même au Brésil, ils sont arrivés au point de... à la fin après la fin de l'esclavage, ils ont carrément brûlé toutes les archives pour dire, bon, bah, comme ça on recommence tout de nouveau. Et donc ça c'est un effacement grave de la mémoire, parce qu'il y a tous des descendants brésiliens comme moi et qui on n'arrive pas à passer au-delà de son arrière-grand-père, son grand-père, tout ça, parce que toute la mémoire était effacée avec les archives qui pouvaient raconter les registres des gens et le nom, machin, tout ça. Donc il y a eu toujours tendance à effacer. Donc elle dit que... O mesmo Eduardo Glissant, o grande pensador das Antilhas... Même Eduardo Glissant, grand penseur aux Antilles... Ele vai dizer dos povos africanos na América como o emigrante nu. Ele, inclusive, nu. Et il dit que il décrit que ceux qui sont venus de l'Afrique en Amérique, ce sont les émigrants nus. Porque todo imigrante, e a gente vê muito isso no Brasil, quer dizer, quando tem uma imigração brasileira, uma imigração no Brasil, antes mesmo do término da escravidão, normalmente o imigrante ele traz
alguma lembrança, né? Ele sabe que os avós dele nasceram em tal lugar. Donc elle vient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, au Brésil, même, par exemple, les immigrations internes au Brésil, hein, donc les gens qui se déplacent dans l'état d'un nord, d'est, du nord, du sud, je ne sais pas quoi, qui se déplacent à l'intérieur du Brésil, et toujours, ils amènent avec eux, à ces moments-là, un élément de mémoire. L'origine de où ils viennent, là où les noms de ses parents, ses grands-parents, je ne sais pas, ou des habitudes locales, je ne sais pas quoi. Donc il y a toujours, dans cette migration-là, l'immigration actuelle, même avant, elle dit même avant la fin de l'esclavage, quand il y avait des déplacements de population, ils amenaient quelque chose. E no caso dos povos africanos, esses povos chegam às Américas sem nada de concreto relativo às suas memórias, nem objetos físicos esses povos conseguiram donc ils pegar. arrivent en fait en Amérique, en général en Amérique, c'est partout dans l'Amérique, et ces Africains qui ont été déportés, je dirais, amenés en esclavage, ils arrivent nus, ce qu'elle disait au départ, donc sans rien, ni aucun objet, rien, juste le corps. Então, o que eles trazem de memória. Donc la seule chose qu'ils amènent, c'est leur mémoire, mais sans lien aucun avec des objets ou des... Então, é essa memória que eles trazem por traços, por vestígios que são reconstruídas nas Américas. Et c'est avec cette mémoire qu'ensuite est reconstruite en Amérique, en général toute l'Amérique, leur histoire. Quoi. Donc, voilà. Sim. Então, a literatura, eu penso a literatura como justamente o espaço intervalar entre o esquecimento e a memória. É nesse espaço da literatura, é nesse vazio da memória que a literatura chega preenchendo. Entre o esquecimento e a lembrança. Et donc, elle situe la littérature comme un élément important entre l'oubli et la mémoire. Quoi. Donc, l'oubli de la mémoire et la mémoire. Donc, c'est dans cette vide-là qu'elle place la littérature pour reconstituer un peu, aider à reconstituer une histoire. Qui, comme elle disait, tout est vrai, rien é vrai e rien é faux. Então, para mim é isso, justamente, a literatura, quando a gente pensa nessa literatura de memória, ou quando a gente pensa num texto memorialístico negro criado nas Américas, é justamente esse esforço para a reconstrução, não de um tempo perdido, mas de um tempo esgarçado, de um tempo que realmente ele não foi perdido porque ele nem existiu. É um tempo quase que abortado nessa memória negra das Américas. Elle dit que donc en fait c'est la reconstitution d'un espace, d'un temps, qui est d'une mémoire, d'une situation qui était abortée, qui n'a pas vécu, qui n'a pas existé en fait, parce que mais il est réel, mais il n'a pas existé. C'est ça, c'est assez. Et il a subi un avortement dans le temps, quoi. Il n'a pas eu le moment, effectivement, de vivre, mais qui existe et qu'il faut reconstituer. E outro aspecto também que eu gosto que para mim é uma apresentação que faz parte da minha identidade como brasileira.
Então eu tenho dito, eu sou uma escritora brasileira, né? Eu sou uma Elle pessoa... dit que surtout que ça l'amène d'être une écrivaine brésilienne, c'est important. Mas eu gosto também de dizer dessa nacionalidade hifenizada que temos usado no Brasil, no sentido de nos dizer que nós somos afro-brasileiros. Mais elle revendique le fait que tout en étant brésilienne en tant que nationalité, mais elle est quand même, ça l'a imposé le fait qu'elle est une afro-brésilienne. Justamente para celebrar essa nossa ancestralidade, essa nossa origem africana. Justement ça, elle le fait de façon décidée et volontaire pour vraiment bien marquer ses origines africaines. Oui, sim. Também a escrita ou a autoria de mulheres negras afro-brasileiras, ou então a presença mesmo de escritoras afro-brasileiras, o fato também de eu ser uma mulher negra na sociedade brasileira, a minha escrita ela é profundamente marcada por essa experiência de eu ser uma mulher negra na sociedade brasileira e ser uma mulher negra... C'est-à-dire que son écriture, elle ne peut pas échapper au fait que son écriture elle est marquée par sa présence, ses origines africaines, et dans le contexte de la société brésilienne. Donc, elle ne peut pas créer une autre vision de la société brésilienne qui est liée, qui est liée intrinsèquement à ses origines. Parce que c'est très pesant, tout ça, dans la société brésilienne. Então, ser uma escritora, ser uma mulher negra escritora na sociedade brasileira é também um ato de insubordinação. Être une écrivaine noire dans la société brésilienne, c'est un acte d'insubordination. Porque rompe com o imaginário que sempre coloca as mulheres negras no lugar de subalternidade. Parce que casse la question qui remet toujours, renvoyer la femme brésilienne noire à une situation de subordination. Donc c'est pour ça que le fait d'être une écrivaine noire au Brésil, en soi, c'est une subordination totale. Par rapport l'idéologie de la société. Acho que podemos passar para perto, entendeu? Sim, pode. Então, ela agradece a escuta de vocês e gostaria de saber se vocês têm... c'est leur activité. Ça arrive. Elle vous remercie votre écoute et puis elle vous demande de savoir si vous avez des questions à lui poser. En français, ça va d'ailleurs plus vite. Et si vous avez des questions à poser sur ce qu'elle vient de dire, voilà. Première question. Donc, le premier qui a levé le bras, c'est Gilles. Bonjour madame. En tant qu'écrivaine noire au Brésil, quelle est votre vision de la situation politique actuelle au Brésil? Bam. Qual é a tua visão sobre a situação atual? Atual no Brasil. Ufis. Não é um momento fácil, né? Eu acho que c'est não. pas le moment facile. E elle croit que eu tenho dito, alguns nomes a gente nem pronuncia, porque se pronunciar esses nomes parece que eles ganham força, né? Então, sabe assim,
por exemplo, as culturas africanas, justamente alguns nomes a gente não pronuncia, que parece que é para chamar a pessoa para perto da gente, né? Então, há um nome no cenário brasileiro que eu recuso a pronunciar. Donc, elle dit que c'est une situation qui n'est pas évidente. Et donc, du coup, il y a des noms dans ce scénario actuel de la politique brésilienne qu'elle se refuse même de prononcer le nom des personnes parce que dans la connaissance de la culture africaine, c'est dire que certains noms, on refuse de le dire parce que si on le dit, on va renforcer peut-être son pouvoir. Il va avoir une espèce de... Donc elle se refuse a certains noms, même de le prononcer. Então, por exemplo, eu falo muito a partir da minha experiência como cidadã negra na sociedade brasileira. Donc elle parle surtout avec son expérience en tant que citoyenne noire dans la société brésilienne. Então, os últimos 20 anos com o governo Lula e com o governo Dilma foram os anos mais promissores para a comunidade negra brasileira. Elle a dit que les dernières années, les 20 dernières années, c'est un peu plus moins que 20, mais de 13 ou 14, c'était les périodes les plus promisseurs pour les gens d'origine noire au Brésil. Foram os anos onde políticas públicas na área de saúde, na área de educação, políticas públicas dans le secteur de la santé, de l'habitation, que foram os anos em que demandas, em que antigas demandas nossas começaram a ser atingidas. Et qui des anciennes demandes de la communauté noire au Brésil. Il faut dire que le noir représente plus de 50% de la population brésilienne. Et des anciennes demandes dans ces domaines que l'éducation, la culture, tout ça, l'habitation, ont commencé à avoir des réponses. E nesse momento a gente não sabe bem o que pode acontecer, né? Et actuellement, on ne sait plus qu'est-ce qui peut se passer au Brasil. Apesar de tudo, eu acho muito difícil um retrocesso histórico. Elle croit que c'est très difficile d'avoir un retour en arrière historique total. Porque, de certa forma, nós vivemos momentos de conscientização muito grande. Então, por exemplo, as ações afirmativas, elas podem hoje serem mais lentas, mas não neutralizadas. Elle croit que les actions affirmatives, parce qu'il y a une des actions qu'il y a eu beaucoup au Brésil dans cette période, c'est dire que donner la population noire au Brésil qui est complètement discriminée dans sa globalité, c'est discriminé violemment, racialement, c'est mis à côté. C'est le secteur le plus pauvre de la population, qui a moins de bénéfices, tout ça. Donc, un des programmes qu'il y a eu à l'époque, c'était de donner une discrimination positive vis-à-vis les gens d'origine noire. Soit il avait plus de points quand il passait un concours à l'État, ou soit c'était une politique conçue dans une période, pas pour toujours, mais qui est pour, disons, donner une possibilité aux personnes de ces origines-là à arriver à un certain niveau. Et en comblant le manque d'égalité qu'il y a dans la société avec des avantages en plus, comme on fait sur les femmes quelque part dans certaines sociétés, comme on fait sur les handicapés aussi dans certaines sociétés. Donc donner une discrimination positive sur une période. Et c'est vrai que, je veux juste compléter ce qu'elle disait, c'est qu'il y a une grande université au Brésil, c'était la USP, qui est l'université de São Paulo. C'est une des plus grosses universités au Brésil en termes de structure et aussi des grandes personnes qui sont formées là-bas, tout ça. C'est une université qui n'était pas une université, ce n'est pas une université fédérale, soit appartient à l'État,
mais une université qui dépend de l'État de São Paulo. D'accord? Jusqu'à là, bizarrement, ils ont toujours s'y refusé parce que les universités, c'était volontaire des sociétés de dire ah ben je veux adhérer au programme de la discrimination positive pour l'entrée des Noirs dans l'université. Mais c'était volontaire. Donc elle, à l'université la USP par exemple, elle n'a jamais voulu. Elle disait que c'était toujours le mérite, qu'il fallait, que c'est le mérite, machin, tout ça. Et là, bizarrement, là, récemment, justement pour oublier ce qu'elle disait, c'est qu'ils ont décidé de venir sur le programme des discriminations positives. Parce que c'est important. Au Brésil, par exemple, il y a des 15 000 enseignants, tout ça, universitaires. Il y a 100, je ne sais pas, moins de 100 qui sont noirs. Les doctorants au Brésil noirs, c'est très peu. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens intelligents. Parce qu'il y a la discrimination qui l'empêche d'y arriver là. Então, medidas como essas, posicionamentos políticos como esses, eu acho muito difícil que tenha um retrocesso. Chegou-se numa situação que não tem volta, apesar do que está acontecendo nesse momento. Mais en fait, c'est ce sentiment aussi que j'ai. C'est-à-dire qu'elle pense qu'en fait, la société ne risque pas avec l'actuel gouvernement qui est en place, qui est, bon, on ne va pas rentrer dans le discours sur lui, mais qui veulent effectivement rétrocéder les choses, aller en arrière sur beaucoup de choses, hein, sur le plan social, hein, mais c'est le sentiment que j'ai, c'est aussi dire que mais c'est impossible. C'est-à-dire on est arrivé en espace court de temps d'ailleurs à un état de choses. C'est globalement impossible de venir tout en arrière. Peut-être les choses, comme elle dit, ça va être plus lentes plus tard si les choses se maintiennent dans l'état des choses qui est actuel. Mais jamais il n'y aura une espèce de retour en arrière total de ce qui était au Brésil il y a 30 ans, 40 ans. Quoi. Donc c'est impossible. Quoi. Même qu'il y ait la volonté de le faire. Mais historiquement, sociétalement, c'est dans la société impossible. Et moi, c'est le sentiment aussi que j'ai. Hein. C'est pas, eu digo que é o mesmo sentimento que eu tenho, o que você diz. Que é impossível você voltar tudo para trás. Vai ficar mais lento, mas a coisa vai aos poucos. Bom. Eu gosto de dizer também que a sociedade brasileira, se a gente fizer uma análise histórica, a sociedade brasileira tem um grande paradigma de luta. Elle dit que la société brésilienne elle a un grand paradigme de lutte, et que c'est les luttes dans la société brésilienne elles sont très intenses. Donc, moins de ce qu'on voit comme ça. Bom, senão ela tem que ir para outras pessoas têm que ir para uma pergunta. Tá, mais rapidamente. Sim. E o paradigma de luta nosso, se a gente quiser, é o paradigma modelo. E o grande modelo de luta, se a gente quiser, é o modelo dos quilombos. Et les grands modèles de lutte au Brésil, c'est le quilombo. Qu'est-ce que c'est le quilombo? Le quilombo, ce sont, à l'époque de l'esclavage, les esclaves qui se fuyaient des plantations des propriétaires et qui s'installaient plus à l'intérieur du pays, dans des communautés qui entre eux, et qui pour survivre et pour échapper à le système d'esclavage. Et ces choses-là, ces villages, en fait, ce sont des villages, et ils existent jusqu'aujourd'hui. Et qui c'était un modèle, ce qu'elle dit, ce que je comprends, un modèle de lutte dans la société brésilienne contre le système, tout ça. Ils existent jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, quand on est petit à l'école, je me souviens, on parlait de quilombo,
mais on faisait référence simplement à un quilombo qui était un héroïque, qui était un héros pendant la période d'esclavage, qui a organisé 7 villages, tout ça. Mais on parlait que de lui, mais on parlait au passé. Quilombo, je pense pas, mais on parlait au passé. Donc, comme on était à l'école, on n'imaginait pas qu'au Brésil, à l'époque, je parle des années 50, hein, quand j'étais à l'école, et comme aujourd'hui, il y en a plusieurs villes organisées au Brésil qui sont constituées exclusivement des anciens esclaves qui sont échappés des plantations, ils sont établis en une communauté. Et ça existe aujourd'hui. Récemment, encore, ils étaient en train de se battre pour garder leur territoire, c'est leur territoire, c'est le foncier autour de leur truc, pour se protéger de ça. Et dans des villes, et pas loin de São Paulo, pas loin des grandes villes, Rio, tout ça, il y a des... Mais ça, moi j'ai pris conscience de ça, en tant que Brésilien, j'ai pris conscience de ça il y a peu, hein, il y a une dizaine d'années que j'ai pris conscience qu'il existait ces communautés au Brésil un peu partout. E c'était complètement caché. Porque o símbolo do quilombo, a certeza do quilombo, quando o escravo fugia, ele não tinha certeza nenhuma que ele estaria livre. A única certeza do quilombo é a certeza da luta, é a certeza da resistência. Então, se a gente vai... o que vai acontecer com aquele fulano lá, a gente não sabe, mas a gente sabe do nosso direito, do nosso dever de resistência, de luta. Donc, il disait que les esclaves, quand s'échappaient des plantations et qui se constituaient dans des communautés à l'extérieur, loin des plantations, ils n'avaient pas du tout la certitude d'être un jour libres. Mais il avait conscience de la lutte qu'ils menaient. La bataille qu'ils menaient, pour eux, c'était très important. Même qu'ils n'avaient pas la garantie d'un jour être libres. Ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme... Oui, parce que l'esclavage est fini en 1888. Donc, normalement, ils ne sont plus esclaves. Encore qui, récemment, dans la loi de travail qu'ils veulent passer au Brésil, ils veulent que les travailleurs agricoles reçoivent en échange de producteurs, de propriétaires agricoles, simplement la bouffe et la maison. Pas d'argent. Donc, il y a toujours une tentative de revenir en arrière. Donc, ça, c'est autre histoire. Oui, récemment, la loi qui est en train de passer là-dessus. Bon, il y avait 2 autres questions. Donc, il y avait d'abord Sonia et ensuite Codeline. Oui, Sonia. Moi, d'abord, c'était pour remercier pour ce magnifique livre, parce que, en dehors du contenu, où vraiment on vit dans la favela, avec des personnages magnifiques, avec une vie dure, où vraiment la lutte de classe, elle est là. Hein, quand on voit la femme qui va travailler chez la riche patronne, c'est un point extrême, quoi. Mais c'est fort, quoi. C'est dit, il y a la lutte de classe qui est présente là, quand même. Il y a la lutte aussi, quand les bulldozers viennent aussi pour démolir la favela, on sent la solidarité, on sent les complicités, on sent aussi les divisions, parce que forcément, on voit aussi qu'il y a toujours les dominants qui veulent diviser. Il y a toute l'histoire qui se résume dans cette favela, l'histoire du monde entre dominé et dominant, elle est résumée dans cette favela très fortement, très violemment. Il y a en même temps avec beaucoup d'humanité, des personnages magnifiques. Il y a des très très beaux personnages. Et on est avec, on vit avec, on est dedans, quoi. Et vous avez en plus une langue très poétique. Vous avez des passages vraiment très très beaux, quoi. Vous avez une belle langue. Et je pense que c'est le charme comme vous avez parlé de la littérature orale, toute cette culture, tout ce qui a été enfui, comme vous avez très bien dit dans la présentation. Ça surgit dans votre... Vous nous faites vivre toute l'histoire, vous faites ressurgir toute cette mémoire de tous ces gens oubliés. Voilà, et vous le dites très bien, avec des beaux mots, et c'est cette langue orale revalorisée, poétique. Ça, c'est un très beau moment de lecture. Et d'ailleurs, la lecture et le livre est vraiment mis à l'honneur aussi. Vous montrez l'importance
les femmes, c'est pas que faire le ménage, patata, c'est la lecture, le livre, c'est important, c'est là. Et ça vous dit très bien dans votre roman aussi. Merci pour ce très beau roman qui dit beaucoup sur le monde, quoi. Parce qu'en cas extrême, les bulldozers qui écrasent les quartiers populaires, ça continue partout dans le monde, c'est universel ça. La guerre aux pauvres, c'est universel aussi. Mais là, c'est tout à concentrer de tout ça. Bulldozer que vem destruir lugar, habitação. Eu fico muito grata mesmo. Ela é très heureuse de consideração. Porque eu sempre me perguntei para que servia a literatura, né? Para que eu estava escrevendo. Ela a toujours se demandé à quoi ça sert la littérature. E me deixa muito feliz porque se eu escrevo e consigo reconstruir ou retomar uma humanidade que nunca foi dada ao sujeito negro, nós temos obras canônicas da literatura brasileira e obras assim belíssimas, mas em que as personagens negras sempre aparecem de uma maneira muito estereotipada, destituída. Donc, elle dit qu'elle est très heureuse de voir que l'écriture, à travers la littérature et son écriture, elle arrive à donner de l'humanité aux personnages qui sont des Noirs, et qui, comparé à la littérature brésilienne en général, et qui il y a des descriptions où il apparaît des personnages noirs, mais dans une situation très subalterne, très peu humaine, très peu humanisée, disons comme ça, et que là, elle est heureuse de voir que ce que tu captes de ce qu'elle a écrit, vraiment, c'est donner de cette humanité à tous ces personnages qui sont universels de partout et qui n'ont jamais eu ce niveau d'universalité dans d'autres ouvrages. Agora, com certeza, a senhora é uma leitora sensível, porque senão não teria percebido essas sutilezas do texto. Elle dit que tu as l'avantage, c'est que tu es certainement une lectrice très sensible. Sinon, tu ne l'aurais pas eu perçu. Peut-être. Muito obrigada. Et elle te agradece, elle te remercie beaucoup. Et Côte d'Ivoire. Donc, a priori, le Brésil est une démocratie, puisqu'on y vote, puisqu'on y élit des gens, mais semble-t-il, parce que je vois ça de loin, il y a des citoyens de première catégorie, de deuxième catégorie, etc. Comment on peut être au Brésil dans l'altérité à un moment donné? Et donc, ils disent qu'au Brésil, qui est pour eux uma democracia, mais que é uma democracia onde tem cidadãos de primeira, de segunda, de terceira, de quarta. Em que momento que a gente vai poder ter uma coisa mais unificada em termos desses cidadãos, não tão categorizados assim, mas mais próximos uns dos outros? Olha, eu sou uma pessoa esperançosa. Elle est quelqu'un qui garde toujours de l'espoir. É porque aos 70 anos você não pode perder as esperanças, porque senão você vai escolher a morte. Donc elle dit qu'à 70 ans, c'est difficile de perdre l'espoir parce que sinon on va choisir la mort. Je suis d'accord. Je ne vais pas. Eu acredito que ainda não é esse momento, mas eu acredito na possibilidade de gerações futuras. Elle dit que peut-être le moment n'est pas encore à court terme, mais que dans les générations futures, elle croit bien qu'il puisse se passer. Eu tenho tido assim, a oportunidade de falar tanto para jovens negros, para jovens brancos, para jovens ricos, para jovens pobres. E eu preciso acreditar na juventude. Elle dit qu'elle a eu l'occasion de discourser, de parler à des publics qui soient des noirs, des jeunes noirs, des jeunes blancs, des jeunes pauvres, des jeunes riches,
mais à la fin, elle a besoin de croire dans la jeunesse. Les générations qui viennent, elle sera forcément en évolution par rapport à ce qui était au passé. A história para os necessitados, ela é muito lenta. A história para quem precisa, ela é muito lenta. Mas, por exemplo, se eu faço uma revisão da infância da minha mãe ou da mocidade... L'histoire pour les gens qui ont des besoins, l'histoire est très lente. Mais si elle fait disons que dans sa mémoire, ce qui était dans sa famille, ce qui était sa mère, par exemple. A minha história, a minha história, por exemplo, se eu, há 30 anos atrás, há 30 ans en arrière, seria impossível eu estar aqui numa plateia francesa discutindo esses assuntos. Elle dit qu'il y a 30 ans, ça aurait été pour elle impossible de se trouver en France pour discuter ce genre de sujet. En tant que brésilienne, de venir en France pour discuter ce genre de sujet. Ce serait dans le contexte impossible il y a 30 ans. Então, eu acho que mesmo lentamente, eu acho que a humanidade, os brasileiros, a humanidade como tal, a gente tem que encontrar caminhos de vivermos, vocês sabem muito bem do lema da fraternidade, né? E quando eu digo fraternidade, eu não estou dizendo fraternidade orientado por um sentimento cristão, não. Eu estou dizendo fraternidade como um lugar de